Bonjour à tous et bienvenue. Il y a 3 fédérations qui se sont malheureusement données en spectacle durant cette Coupe du Monde. La Tunisie bien évidemment, la Corée du Sud, où le chef de l'État a décidé même d'intervenir après l'élimination, et le Sénégal, sur et en dehors du terrain, avec évidemment ce 16e de finale perdu face à la Belgique, au terme d'un match presque ubuesque où les Lions de la Teranga dominaient facilement la rencontre, au moins jusqu'à la 80e minute. On va parler de tout, comprendre exactement la genèse du problème, et comme vous allez le voir, on a déjà vu du n'importe quoi, et on avait réalisé une vidéo complète déjà vis-à-vis des dirigeants. Là on va tout aborder, puisqu'en fait absolument rien n'a été, les problèmes d'ego, les frustrations, et même des fois des choses absolument incroyables, puisque comme vous allez le voir, le Sénégal est passé à 2 doigts de jouer sans sélectionneur face à la Norvège pour des histoires de contrats et d'autres problèmes d'argent. Bref, embarquez avec moi sur le fiasco absolu des Lions de la Teranga. Je tiens à rappeler que ça fait quand même des années qu'on parle des affres de la Fédération sénégalaise de football, et avec Mansour Loum de Sport News Africa, on va publier d'ailleurs une série d'articles sur tout ce fiasco et ce qui s'est passé en coulisses en plus de cette vidéo. Donc on va parler évidemment des dirigeants comme je le disais, puisque comme on l'avait expliqué, le secrétaire général de la fédération, Abdoulaye Sow, c'est lui le patron. Le président Abdoulaye Fall, non. Il n'arrive pas à diriger sa fédération. Les dernières réunions du comité exécutif étaient houleuses, elles se sont terminées parfois par des flots d'insultes, notamment pour des problèmes de primes, de représentation, d'ego. Le comité exécutif au sein de la Fédération sénégalaise de football, c'est la guerre. Et en fait, à un moment donné, ils ont fait front commun suite à la CAN et les affaires juridiques qui ont pu suivre. Sauf qu'en fait, c'était de façade. Et donc, avant de partir à la Coupe du Monde, il y avait déjà des tensions. Dans le même temps, comme je le dis, le patron, c'est le secrétaire général. Et lui ne voulait pas de Pape Thiaw. Donc en fait, c'était vraiment un reculon. Or, comme Sport News Africa l'avait révélé pendant cette Coupe du Monde, Pape Thiaw, il n'avait pas de contrat, pas payé depuis 5 mois. Et c'est même pire que ça. En fait, la fédération voulait nommer Hervé Renard. Donc ils attendaient la moindre erreur de Pape Thiaw, sauf que bon, vous avez vu ce qui s'est passé sur la dernière CAN, pour essayer de ramener Renard. Et ça, tout le monde est au courant, même les décideurs tunisiens. Sauf que en fait, ils peuvent pas. Mais il va y avoir des problèmes déjà lors de la préparation. Pape Thiaw et ses représentants à un moment donné vont hausser le ton en disant que la situation doit être régularisée. Sachant qu'on essaie de passer plus haut par des contacts politiques. Et on fait comprendre à Pape Thiaw, mais si tu prends pas l'avion, il n'y a pas de souci, on va appeler Hervé Renard. Donc, grosse tension déjà avant de partir. Et ensuite, vous avez vu l'article de Mansour Loum, ce que ça a pu générer. Donc la présidence de la République donne des ordres, sachant qu'elle avait déjà dépêché un émissaire sur place pour voir un peu ce qui se passait, ce qui montre bien à quel point les politiques ont compris le petit jeu de la fédération. Et donc on a essayé de régulariser ça. La veille de la rencontre face à la Norvège, Pape Thiaw dit en conférence de presse « c'est bon le contrat ». Donc on a l'impression qu'à 48 heures, il suffit qu'un article soit publié pour qu'enfin ça agite en coulisses. Sauf qu'en réalité, c'était pas vrai. Le contrat, c'était pas totalement terminé. En fait, il l'attend. On est à peu près à 6-7 heures avant la rencontre face à la Norvège. Toujours rien. Et là, ses représentants et Pape Thiaw disent non mais on n'en peut plus. Donc là, il menace de faire ses valises. C'est-à-dire que 6 heures avant le match, on a un sélectionneur qui ne sait pas s'il va être sur le banc, parce qu'en gros, il dit mais alors, trop c'est trop. Toujours pas de contrat, pas payé depuis 5 mois, enfin il n'y a rien. Donc il commence à faire ses valises. Donc branlement de combat à l'hôtel. En gros, c'est vous imaginez la honte intersidérale que ce serait si le Sénégal se présente sans son sélectionneur dans quelques heures. Sachant qu'il y avait déjà eu l'idée de faire une conférence de presse à Dakar avant pour expliquer tout ça. Et la fédération, elle craint une seule chose, c'est l'image. Parce que tous les business qu'elle fait en coulisses, elle veut que ça reste en coulisses. Elle veut que personne n'en parle. Donc là, on propose un contrat. C'est l'ironie. Ils ont soigneusement ajouté une clause, je crois, de quart de finale. En gros, s'il n'y a pas de quart de finale, ce sera dehors. Évidemment, c'était pas prévu comme ça, donc imbroglio, ça part très très loin, l'ambiance est vraiment très tendue, notamment entre le secrétaire général et Pape Thiaw. Et 5 heures à peu près avant le match, il va enfin signer son contrat et donc partir pour diriger le match face à la Norvège. On admettra que ce n'est pas une préparation optimale, et dans le même temps, les dirigeants menaient la grande vie. C'est simple, c'était la nouba. Les nababs de la Fédération sénégalaise de football ont invité des amis, des proches, des membres de la famille, sans savoir réellement qui paye. La délégation sénégalaise était pléthorique, au moment même où le staff, lui, était réduit. Et on a vu les dirigeants, les joueurs, ils les ont vus, en belle compagnie, les bouteilles millésimées, les cadeaux, les ci, les là. Pendant quelques jours, en fait, ça a surpris même le personnel de l'hôtel, entre l'arrogance de certains dirigeants, la manière dont ils parlent au petit personnel, et les joueurs qui voyaient ça. Certains jeunes, notamment, se sont dit « mais attendez, vu ce qu'ils font, bon bah nous ». Donc certains ont fait le mur, dans les quartiers libres, il y en a qui ont commandé les fast-food, parce qu'il y avait aussi le problème en est de la nourriture, parce que le cuisinier qui était là au tout début, ensuite il était plus là, finalement ils ont pris une chef, suite à l'article, enfin, c'était n'importe quoi comme on l'a vu, parce qu'après on va rajouter un deuxième analyste vidéo. Rendez-vous compte, hein, si Mansour Loum et Sport News Africa ne sortent pas l'article, jamais le deuxième analyste vidéo il vient, jamais il y a une chef de cuisine qui va embaucher face. C'était vraiment n'importe quoi. Le problème c'est que vu l'attitude des dirigeants,
le manque de sérieux absolu, parce qu'on a invité notamment des créateurs de contenu, des créatrices de contenu, etc. Donc ils étaient là aux entraînements. En fait, c'était les influenceurs, l'entertainment. Il y a notamment l'un des vice-présidents qui était responsable de tout cela. Et derrière, on va être très clair, on a invité énormément de jeunes femmes créatrices de contenu. Bref, c'était la grande vie. Les joueurs, ils voient tout ça. Vous imaginez la réaction? Sachant qu'en plus, et là où c'est intéressant, c'est que les joueurs globalement sont assez sérieux, il y a une ambiance assez soudée. Le match au Stade de France, en préparation, tous les jours après vont louer un restaurant, une table à 30 pour manger tous ensemble, etc. En gros, on est dans le même esprit globalement de camaraderie que la CAN. Sauf que là aussi, on a les dirigeants qui ont fait n'importe quoi, et comme vous allez le voir, il y a eu un problème au niveau de la liste qui a généré énormément de frustration qui a été ensuite amplifiée par les mauvais résultats. Impressionnant lors des entraînements, le jeune milieu de terrain du Bayern, on se dit que finalement il va avoir sa place. Ok. Sauf qu'il y a des choix difficiles à faire pour Papio. Et il se dit ok, finalement Mbo du PFC, on va pas le prendre pour ce jeune-là. Et Ndiaye, en attaque, on ne le prend pas non plus. Donc, la nouvelle est plus ou moins annoncée, et Ilaï Camara, un jeune défenseur, lui sait qu'il va être dans la liste. Ok, pas de souci. Et puis finalement, Chérif Ndiaye, il apprend qu'il ne sera pas dans la liste, qu'il sera réserviste. Scandale à l'hôtel. Et c'est pas la première fois, c'est quelqu'un qui s'était déjà plaint de son rôle. Sauf que il est très proche, on va dire, des 10 cadres. Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Idrissa Gueye, etc. Et quand les cadres apprennent ça, ils vont voir Papio. Et Papio va changer d'avis. C'est-à-dire que sous pression des cadres, Chérif Ndiaye est remis dans la sélection, attaquant, et on sort Ilaï Camara, un défenseur. Ilaï Camara qui apprendra ça, bien élevé, garçon gentil, etc. Comme Mustapha Mbo du PFC. 2 défenseurs. Pour un attaquant. Donc évidemment ça, il y en a plein qui vont dire mais en gros, est-ce que le coach il décide? Ou est-ce que ce sont les joueurs qui mettent leurs copains? Et là ça va créer un énorme problème, parce que certains disent ouais mais Kalidou Koulibaly il n'est pas encore prêt physiquement. On sait qu'il a eu cette blessure, qu'il n'avait pas joué depuis 2 mois et demi, etc. Alors il y a quand même 4 défenseurs centraux. Sauf qu'on verra que par exemple le jeune Sarr n'a pas joué une minute. Et qu'en 16e de finale, c'est un milieu défensif qui joue derrière. Ce qui montre quand même les soucis. Sauf que forcément ça va faire parler, ça va générer des frustrations. Frustrations qui sont parfaitement gérables lorsque tu as les résultats. Et en Afrique, le Sénégal a un avantage évidemment de talent, mais également psychologique. C'est une équipe qui fait peur, qui trouve toujours les ressources, etc. Avec beaucoup de talent. Le problème, c'est que là, tes 10 cadres, Koulibaly physiquement, c'est très compliqué. Et dans le même temps, tu fais une excellente première période face à la France quand tu veux, tu cèdes complètement en deuxième, ok. Et tu arrives en fait contre la Norvège, en totale confiance en te disant, mais attends, on a tenu la France pendant plus d'une mi-temps, c'est bon, tranquille. Le match, il est à peine préparé par le staff, par les joueurs. Ils l'ont pris vraiment en mode détente et ils se prennent une dérouillée sur le terrain. Il y a 3-2 au final. Dans les faits, vous avez vu le match, ça doit être 5-2 minimum. C'est la première fois que le Sénégal reçoit une telle déroute. Donc 2 résultats que tu n'attendais pas du tout, surtout la deuxième rencontre. T'es pas habitué à ça. Donc les petites frustrations qu'il peut avoir, bah là vu que t'as pas les résultats, d'un coup elles vont apparaître. Les jeunes vont dire ouais, t'as vu frère, il y en a pour les anciens, c'est que les anciens qui commandent, etc. Parce qu'en effet, Papio, il sollicite très peu son staff, sauf un adjoint qui a beaucoup d'influence et avec qui, on va dire, les relations notamment avec Pape Gueye ont été assez orageuses. Et donc en fait, il va avoir cette théorie de dire ouais, c'est les joueurs qui font l'équipe. Parce qu'on va reprocher qu'en fait, à la pause fraîcheur de la deuxième période contre la Norvège, Mané et tout ça disent à Papio non mais là, Koulibaly, me l'en peut plus. En gros, il sort. Donc en gros, que c'est eux qui feraient l'équipe. Et là, ça va générer un véritable souci parce qu'il y a aussi les égos de certains joueurs qui vont être touchés. Le replacement d'Ismaïla Sarr dans l'axe, l'irréprochable Ismaïla Sarr d'ailleurs. Alors certains vont dire oui, mais il a raté des fois des choses faciles, etc. La débauche d'énergie, les appels de balles, la qualité des appels de balles, la qualité de comment il positionne son corps. Regardez face à la Belgique, le contrôle est magnifique. Mais en fait, la main dont il positionne son corps, il empêche le défenseur d'intervenir, la frappe. Tout ce qu'il a fait dans ce mondial, grande D. Parce que souvent, on lui donne des ballons dans des situations impossibles, il va faire des rushs, de dribbles. Oui, des fois, il pêche un peu à la finition, mais tout ce qu'il apporte, et en plus, c'est quelqu'un qui est pro, qui dit rien, faut lui rendre hommage. Pareil pour Habib Diarra, discret, il dit rien, ok, s'il joue très bien. Il y en a d'autres, c'était plus compliqué, notamment Lamine Camara, qui estime à mériter un nouveau statut. Il y en a d'autres, notamment Nicolas Jackson, qui comprend pas. Mais moi, je suis le meilleur, etc. Pourquoi je joue pas? Donc en fait, il y a plein de frustrations comme ça qui vont être générées. Pareil derrière, le staff est aussi déçu des entraînements de certains. En fait, il va y avoir rapidement une cassure, c'est que les jeunes qui étaient très proches des anciens lors de la CAN, là ils sont plus dans leur coin. Ça va faire des tout petits clans, c'est pas grand chose, alors que quelques semaines auparavant, tout le monde mange ensemble et après les rencontres, même pas que les familles, non, entre nous, l'esprit de famille. Donc en fait, il y a les états d'âme des uns et des autres, et en même temps on dit ouais mais ça va pas, Seck et Niakate ça va pas ensemble. Donc en fait, tu te dis bah non, on va mettre Pathé 6 en défense centrale.
Pour les jeunes qui sont proches de Sarr, ils se disent ouais, mais c'est pas normal, lui il joue pas. Le coaching staff se plaint que certains étaient un peu en retard sur certains entraînements, qu'ils n'ont pas donné beaucoup d'attention à la vidéo. Enfin, il y a un énorme quiproquo et en fait il y a une absence de dialogue parce que certains des leaders sont un peu taiseux, d'autres ne dominaient pas comme ils le voulaient sur le terrain et pensaient davantage à leurs intérêts personnels. Donc en fait chacun a tiré un peu de son côté, avec un Papio qui malheureusement sur ses changements, on peut dire que ça lui a pas forcément réussi, contrairement à la dernière CAN. Donc c'est des incompréhensions, des quiproquos, et en plus de ça, vu qu'il y a une organisation très folklorique, entre les retards logistiques, les problèmes à l'hôtel, enfin... Donc en fait, il n'y avait pas une ambiance très professionnelle. Contrairement à la CAN au Maroc, où on peut reprocher tout ce qu'on veut, la CAN au Maroc, elle était carrée en termes d'organisation. Très carrée, ça fait qu'en fait, tout était fait juste pour le football et la performance. Là, il y avait des problèmes entre l'hôtel, la nourriture, la logistique, les retards, les visas. Je veux dire, ils ont pris des visas à une entrée. Ils ont oublié de corriger les visas à une entrée sur le territoire américain pour certains. C'est pour ça que le photographe sénégalais ne peut pas aller au Canada, parce que s'il y va, il ne peut pas revenir aux États-Unis vu qu'il a un visa à une entrée. On m'explique que l'Iran a eu le même problème et que la fédération iranienne a réussi à corriger ça, mais que la fédération sénégalaise, voyant tous les problèmes du Zakaven, n'a pas été capable de le faire. Par contre, la fédération, lui, tranquille, il est allé récupérer les visas pour ses conseillers qui ont pu sans souci le faire. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que Desports, notamment un média sénégalais, on va dire, a publié toutes les turpitude du comité exécutif en plein dans la compétition pour montrer à quel point la guerre elle était entre les membres du comité exécutif. Entre les joueurs, les mecs se détestent pas, mais il y a des petits conflits, on va dire, c'est plus de la frustration qu'autre chose de par ce qui s'est passé. On dit qu'il y a du favoritisme, que Papio a pas assumé, et en fait il a perdu une partie de sa légitimité aux yeux de son groupe, de par certains choix tactiques, et de par surtout le fait qu'on dise mais attends, c'est les joueurs qui commandent ou c'est lui. Papio quelque part il est mort avec ses idées, il est mort avec ses cadres. Le problème c'est que certains lui avaient dit non là on devrait peut-être faire des changements et tout, mais le mal était déjà fait, et surtout ce qui est fou c'est les lacunes défensives affichées par cette équipe sénégalaise. Déjà en préparation il y avait quand même un doute, on a foncé droit dans le mur, on a continué de le faire, parce qu'en fait ils étaient tellement occupés les uns les autres avec l'énervement. C'est pour ça que c'est dur de parler d'un seul cas individuel. Non, parce qu'en fait il y a eu tellement de problèmes en coulisses que ça a énervé, généré des choses, et en fait certains n'étaient pas concentrés sur la Coupe du Monde, mais sur en fait leur propre situation, parce que rien n'a été fait dans un univers professionnel. Donc c'est énormément de frustration, mais c'est une faillite de tous. Joueurs, une énorme part de responsabilité, le staff est également plus haut. Ce qui montre encore une fois que le Sénégal, qui aspire logiquement à être un top 10 mondial, devra quand même se remettre en question. C'est comme Pape Matar Sarr et tant d'autres. Et en fait, ils ont plein d'aspirations en sélection, mais encore faut-il le prouver sur le terrain. Et je vais terminer là-dessus, je dis ça, je ne vais jamais parler de ma vie, je n'ai pas de lien avec Ismaïla Sarr. Mais Ismaïla Sarr, il ne revendique rien. Lorsqu'il ne jouait pas au DB à Crystal Palace, ok, qu'est-ce que le coach veut? Je le fais. Au final, regardez la carrière qu'il fait, regardez l'amélioration chaque année, et regardez la carrière de certains grands espoirs sénégalais, ce qu'elle est en train de devenir, à force d'écouter les uns les autres, notamment un entourage qui a monté les joueurs les uns contre les autres, pour faire monter la sauce, alors qu'auparavant, quelques semaines avant, ils dînaient tous ensemble et tout se passait bien. C'est là où on voit encore une fois à quel point l'entourage est important, même en sélection nationale. Bref, j'espère que ça vous permet d'y voir un peu plus clair. J'ai mis les liens des articles qu'on publie sur Sport News Africa, et plus que jamais, keep the faith.